bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines. Voici le programme de ce 3 janvier. Baisse de la croissance, inflation galopante, chômage qui repart en hausse. 2023 s'annonce compliqué sur le plan économique. Quelles sont les perspectives pour l'année qui débute ? Comment les entreprises abordent-elles ces premiers mois ? Nous poserons la question à nos invités et nous en profiterons également pour faire un petit point sur la fiscalité de cette année. On en a parlé et on a parlé du sport hier, mais l'année 2023 sera aussi culturelle. Quels sont les grands événements prévus sur le territoire en matière de culture ? Les dates à ne pas rater dans cette édition. Et puis zoom sur Raconte-moi ta vie, un dispositif auquel participent 3 établissements de l'Académie de Versailles. L'objectif pour les jeunes participants, parler de leur histoire personnelle au travers d'ateliers d'écriture. Reportage au lycée Jacques Vaucanson des Mureaux. Et ce sera dans notre partie dédiée à la culture en deuxième demi-heure de ce 7-8, avec également au programme des invités qui nous ont rejoints en plateau. Margot Lallier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du pôle médiation, action culturelle et publique au CMBV, c'est le Centre de musique baroque de Versailles. Et le CMBV, c'est ce dont on va parler ce soir, propose depuis maintenant plusieurs mois, quelques années maintenant, les ex-podcasts. Le 3e numéro est sorti en novembre dernier. On parle d'expériences sonores et visuelles. Quel est le concept des ex-podcasts ? Alors, un ex-podcast, c'est une exposition virtuelle sur un site internet interactif et un podcast en coproduction avec France Musique et la Comédie Française. Et donc le 3e numéro, je le disais, qui est consacré à la Régence en musique, que la fête commence, est sorti en novembre. On va le présenter tout à l'heure et parler aussi de l'actualité plus générale du CMBV au début de cette année 2023. Avec nous également Theta, bonsoir. Bonsoir. Artiste musicale originaire de Montfort-l'Amaury, c'est bien ça. Ouais. Dans les Yvelines, on fera votre connaissance tout à l'heure et on parlera de ce premier projet musical en solo qui est sorti en novembre. C'est Born to Lose. Born to Lose, voilà, et pardon pour l'accent anglais, et c'est sorti donc en novembre. Alors, pour présenter un petit peu votre univers, vous vous définissez comme une artiste dark pop électro. Pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que c'est concrètement cet univers ? C'est de la pop, en fait c'est des mélodies qui sont très pop, qui sont posées sur une production, donc les arrangements musicaux derrière qui est très déstructuré et très électronique dans les influences. On aura l'occasion de le voir avec un univers c'est très sombre. Alors dark pop, d'ailleurs si on prend juste le dark pop, il y a des influences comme Billie Eilish par exemple. Ouais, ça va de Billie Eilish à James Blake, à Rosalia ou FKA Twigs aussi. Et donc la nouveauté avec vous, c'est qu'il y a le côté électro aussi. Oui, on c'est associe... ça, il y a des teintes électro qui vont de la techno aux années 80 aussi, parfois, dans les influences. On en dira un peu plus tout à l'heure. La suite également des informations, avec les informations du jour, ce sera avec vous dans un instant. Gabrielle Gontier, bonsoir. Oui, bonsoir, on parlera notamment du Pass Navigo, également de Carl Olive, le député des Yvelines, qui a publié une vidéo assez originale en ce début d'année 2023. Oui, je vous ai préparé un petit extrait, vous verrez ça. On en parlera tout à l'heure et aussi à suivre ce mardi, notre 2e épisode de nos rétros de 2022. Nous nous rappellerons des événements qui se sont produits, qui se sont déroulés entre avril et juin dernier dans le département. Et puis comme chaque mardi également, l'astuce de notre chef yvelinois pour briller en cuisine. Mais avant tout cela, on regarde la météo de demain. De la pluie au menu de votre journée de mercredi sur l'ensemble du département. Demain matin, il fera 10 degrés à Rambouillet, 11 degrés à Houdan et Versailles, 12 degrés à Mantes-la-Jolie. La pluie également dans de la partie dans l'après-midi. Côté température, prévoyez 13 degrés à Mantes-la-Jolie et Houdan, 12 degrés du côté de Versailles et Rambouillet. Ce mercredi 4 janvier, c'est la Saint-Odilon. Et je le disais, les informations du jour avec vous, Gabrielle Gontier, information de ce mardi 3 janvier. On débute avec notre image du jour. Oui, une image du jour sportive, car depuis le 31 décembre, le Dakar 2023 est lancé. C'est la 45e édition, Grégory, cette année. Alors, parmi les pilotes, 2 Yvelinois, Jean-Pierre Garcin, copilote du Chinois Guyu Zheng, actuellement à la 35e place automobile. Pour l'instant, loin de ses objectifs de top 10. L'autre Yvelinois, c'est Jean-Pierre Strugo qui est à la 41e place avec son coéquipier Christophe Crespo. Il fait cette année son 31e Dakar à 76 ans et après 2 étapes et 589 km aujourd'hui, c'est une étape de 447 km qui attendait les sportifs, étape raccourcie pour cause de mauvaises conditions climatiques. Les résultats devraient arriver dans les prochaines minutes. On suivra la suite des événements de ce Dakar 2023 avec attention, alors eux
n'ont pas repris la route, mais le chemin de l'école. Plus de 300 000 élèves des Yvelines aujourd'hui. C'est ça. Après 2 semaines et 1 jour, c'est important de le préciser, de vacances, les écoliers sont de retour à l'école. Alors si les enfants ont gagné 1 jour de congé, pour les parents en revanche, il fallait parfois trouver un mode de garde. Cette décision a été justifiée par Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, par un souci de sécurité routière, ce qui a évité à certains de prendre la route un lendemain de soirée. Une information qui concerne notre porte-monnaie directement. Oui, et c'est notre chiffre du jour. Si vous habitez Saint-Germain-en-Laye, sachez que votre taxe foncière est moins élevée que celle dans les villes voisines, avec un taux de 21,55%. Alors depuis 12 ans, à Saint-Germain, les taux de taxes locales n'ont pas augmenté dans cette ville. La hausse était pourtant importante dans les Yvelines l'année dernière, accentuée par la mise en place d'un niveau de taxe foncière prélevé par la communauté des communes. On parlera d'ailleurs de fiscalité dans cette édition avec le directeur départemental des finances publiques des Yvelines qui viendra nous parler notamment de ce qui a changé au 1er janvier 2023. Une conséquence de plus sur l'inflation, c'est aussi le coût de l'eau potable qui va être plus élevé. Exactement, les habitants de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise vont devoir faire face à une hausse de la redevance communautaire de l'eau potable de 0,30 centimes par mètre cube en moyenne. Alors l'indice de prix à la consommation bondit de 5,68% sur les 12 mois de référence. Et vous parliez tout à l'heure aussi de la hausse d'un prix d'un abonnement, c'est celui, alors vous en parliez hier, la hausse du prix de l'abonnement du Pass Navigo. Il y a eu une mauvaise surprise pour de nombreux usagers qui ont rencontré des difficultés aujourd'hui lors du rechargement justement de cette carte de transport. Tout à fait Grégory, le Pass Navigo fait encore parler de lui à la suite d'un problème technique. Certains voyageurs ont été prélevés plusieurs fois, ce qui est assez embêtant. Île-de-France Mobilité a indiqué que les paiements superflus seraient remboursés automatiquement. Rapidement, on l'espère. Bon, on l'espère, effectivement. Et on termine en chanson, en musique. Oui, on termine avec une vidéo qui, permettez-moi l'expression, a fait le buzz sur Twitter, celle de l'ancien maire de Poissy, Carl Olive. Alors, pour la nouvelle année, le nouveau député Renaissance a publié une chanson parodique intitulée Les députés, où il se met en scène en chanson. La vidéo récolte déjà près de 160 000 vues. Je vous propose qu'on écoute un extrait. On veillera au Parlement, on y passera beaucoup de temps, histoire de faire voter les lois. Et parfois, jusqu'au bout de la nuit, on oubliera d'aller au lit, c'est arrivé un paquet de fois. Bon, une chanson teintée d'humour, mais c'est moins que l'on puisse dire, les députés vont avoir du travail cette année. Oui, tout à fait, notamment avec la réforme des retraites, on en a beaucoup entendu parler. Alors ce matin, la Première ministre Elisabeth Borne a assuré au micro de nos confrères de France Info que le gouvernement n'irait pas au-delà des 43 années de cotisation. Et aussi l'âge de 65 ans, qu'a affirmé la Première ministre, n'était pas un totem dans cette future réforme des retraites. Merci Gabriel pour toutes ces informations. Et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'un fait d'actualité qui vous fait réagir, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Toute cette semaine, TV78 se remémore les événements marquants de l'année dernière dans les Yvelines. Deuxième rétrospective ce soir avec les événements d'avril à juin 2022. C'est avec Nicolas Dandry et vous, Gabriel Gontier. Et le 1er avril, la salle du Jeu de Paume de Versailles rouvre ses portes au public après une période de rénovation. Ce site historique, symbolique de la Révolution française et berceau de la République. Et la République française avait un rendez-vous important le 10 et 23 avril 2022. Face à la candidate du Rassemblement national, Emmanuel Macron est réélu en recueillant 58% des voix. Dans les Yvelines, le président de la République devance largement Marine Le Pen avec 71% des suffrages. À noter l'important taux d'abstention qui atteint des niveaux historiques. L'histoire s'écrit aussi au FC Versailles. Après une saison pleine, les footballeurs versaillais ont validé leur montée en national à Saint-Malo. C'est une première pour le club. Quelques semaines plus tard, Versailles sera sacré champion de National 2 après leur victoire 1-0 face à Plabennec. Autre événement sportif, direction le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines avec un tournoi international de handi-tennis de table, le Sky Para-TT French Open. Environ 380 pongistes venus de 33 pays ont pu concourir durant 4 jours du 5 au 8 mai. L'événement se déroulait au Clé-sous-Bois. Le Geek Up Festival a rassemblé
des personnages de manga du monde médiéval ou encore des sorciers. La magie de la nature au zoo de Thoiry, plusieurs naissances au sein du parc animalier, 4 louveteaux, 7 bébés coyotes et 8 renardeaux, une année exceptionnelle qui permet de préserver des espèces parfois menacées. Au chapitre éducation, le lycée franco-allemand de Buc fait peau neuve, des nouvelles salles d'enseignement, la reconstruction du gymnase ou encore une toiture en forme de parasol pour récupérer l'eau de pluie, des travaux qui permettent d'augmenter les capacités d'accueil des élèves. Le mois de juin a été marqué par le 3e tour des présidentielles, les élections législatives. Dans les Yvelines, 4 nouveaux députés ont été élus, Carl Olive et Charles Rodwell pour la majorité présidentielle, Benjamin Lucas et William Martinet ont fait basculer respectivement la 8e et la 11e circonscription à gauche. Ces 2 parlementaires siègent dans le groupe de la NUPES. Les Yvelines à l'honneur au sein du Palais Bourbon. D'abord, la députée de la 10e circonscription des Yvelines, Aurore Berger, est élue présidente du groupe parlementaire Renaissance et Yaël Braun-Pivet est élue par les 577 députés de l'hémicycle, présidente de l'Assemblée nationale. Une élection particulière pour l'Yvelinoise qui devient la première femme à occuper cette fonction dans l'histoire politique française. Baisse de la croissance, inflation galopante, chômage qui repart en hausse. L'année 2023 s'annonce compliquée sur le plan économique. Alors, quelles sont les perspectives pour cette année? Comment les entreprises également abordent-elles ces premiers mois? On va poser la question à nos invités qui nous ont rejoints autour de la table. Véronique Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Polito-économiste, vous êtes également la fondatrice d'Élections Scope. En quelques mots, Élections Scope, qu'est-ce que c'est? Co-fondatrice d'Élections Scope avec Bruno Jérôme. On est un site qui fait de l'analyse politico-économique des élections, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer le comportement des électeurs qui sont aussi des consommateurs et des contribuables. Et avec cette observation, on peut comprendre leur comportement et, cerise sur le gâteau, prévoir les élections. On voit aussi le lien économie-politique voilà. Qui peut exister également. Zachary Hardy, président du MEDEF 78, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On va voir avec vous aussi dans quel état d'esprit les chefs d'entreprise abordent cette nouvelle année. En face de vous, il y a également Philippe Dufresnoy, bonsoir. Bonsoir. Qui est le directeur de la direction départementale des finances publiques des Yvelines. On fera un petit point fiscal et voir ce qui change aussi en ce 1er janvier du côté de la fiscalité des particuliers mais aussi des entreprises. Et je pense que ça va vous intéresser directement. Zachary Hardy, et nous a rejoint également en plateau Patrice Carmouze, directeur de l'information de TV78. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Alors, premier chiffre, avec cette croissance qui est estimée à 1%, c'est en tout cas le gouvernement qui table sur une croissance de 1% en 2023, même si le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, est encore plus pessimiste. Il parle d'une croissance de moins de 1%. 0,3%. 0,3%, c'est plus ça, c'est plus cette croissance-là, Véronique Jérôme, qui est avancée, qui est à prévoir sur cette année 2023? Je ne voudrais pas jouer les Madame Irma parce que finalement, en la matière, on ne peut pas donner avec certitude un chiffre en la matière. Il y a un consensus des économistes qui donne 0,1%. La Banque de France donnait 0,3%. Emmanuel Macron, lui-même, un temps, a donné plutôt une fourchette de 0,4 à 0,7. Le 1% semble, à l'heure où l'on parle, par trop optimiste, mais en même temps, il a servi à faire les prévisions pour le budget 2023. Donc ça signifie que là, on peut avoir un problème si la croissance ne s'avère pas aussi forte que prévu. Ça signifie que beaucoup des éléments qui constituent un peu ce puzzle sur lequel repose la croissance vont s'écrouler. On pourrait, alors le Conseil constitutionnel a rejeté la question de insincérité du budget au motif que ces chiffres, bon, on fait avec ce que l'on a aussi. Au moment où on fait le budget, on prend les éléments qui sont à disposition. Si on regarde 2022, on a 2,5% de croissance en France, donc on peut se dire que 1%, c'est pas aussi irréaliste qu'il peut le paraître. On est à 7% en 2021. Voilà, mais après, bon, il y a des rattrapages qui se sont opérés. 2021 est peut-être aussi un élément qui entre en ligne de compte et qui donne encore de l'oxygène à l'économie. Maintenant, le gros sujet, c'est la croissance est centrale. Parce que quand on a de la croissance, on n'est pas obligé d'augmenter les impôts, on a des éléments, l'assiette fiscale s'élargit. Quand on a de la croissance, on a moins d'occasions d'intervention pour l'État. Quand il n'y a pas de croissance, qui est un peu le cas quand même actuellement, on va avoir des obligations d'intervention sur l'économie. Alors, il y aura une autre question à laquelle on ne pourra pas répondre complètement ce soir, mais est-ce que c'est à l'État d'intervenir systématiquement et d'user de la dépense publique pour colmater les brèches, ou est-ce qu'on peut faire un peu parfois confiance au marché et laisser un peu l'offre s'exprimer avec un peu moins de contraintes? Et là, on peut avoir... voilà. Alors, pour l'instant, l'État intervient, il a même relancé un peu la machine sur le plan des boucliers. Donc là, on a des engagements qui sont pris parce que, je pense que vous êtes
mieux placé que moi pour le dire, l'économie en a besoin, mais à la fois les collectivités locales, les entreprises et les consommateurs, on leur promet de les protéger contre l'inflation. Je dirais simplement en 2 mots, cette protection contre l'inflation, elle passe aussi par une politique monétaire que l'on dit restrictive, c'est-à-dire que les banques centrales, la Fed, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne augmentent leur taux d'intérêt. Et l'argent magique, ce sera bientôt terminé. Les taux d'intérêt négatifs, ce sera bientôt terminé. En augmentant les taux d'intérêt, on fait une contraction de la masse monétaire et ça signifie que le crédit sera plus compliqué à distribuer. Et on en espère finalement un ralentissement de l'inflation. Si c'est efficace, ça peut être une solution et à mi-2023, les choses repartent dans le bon sens. Si ce n'est pas efficace, le problème c'est que ça peut produire un effet inverse, ça peut ne pas tuer l'inflation, et si l'inflation perdure, on risque d'avoir des difficultés sur la production et à terme sur le chômage et d'avoir de l'inflation et de la récession. Le chômage repart à la hausse. Le chômage repart un peu et ça c'est vraiment une variable qui est sensible, à laquelle les acteurs sont sensibles. Mais on a le chômage, tout dépend là encore de la façon dont on le mesure. Est-ce qu'on le prend au sens du BIT ou est-ce qu'on le prend au sens des demandeurs d'emploi? Et quelle catégorie? Catégorie A où on va jusqu'à A, B, C, D, E. Et là on a une vision qui est un peu plus proche du terrain peut-être, parce que sur le terrain le ressenti n'est pas conforme à ce que donne à voir le chiffre des catégories A. Parce que sur le terrain, il y a un peu de tout aussi. Il y a 2 hypothèses. Une optimiste. Et là, voilà, il y a un verre à moitié plein ou à moitié vide. Et une pessimiste, ça ne marche pas. Il y a la stagflation, c'est-à-dire l'inflation plus le chômage. Voilà. Et si l'économie est capable de donner un coup de pied, on est au fond de la piscine, si on est capable de donner un coup de pied au fond de la piscine et de repartir, eh bien, ça redémarrera. Mais là, on va compter sur des locomotives, sur les États-Unis, l'Europe et la Chine. Et là, on sait que ces 3 catégories ont des difficultés. La Chine, c'est le zéro Covid, la politique du zéro Covid. Est-ce que finalement ils en sortent? Est-ce qu'ils retrouvent les éléments de croissance qu'ils avaient précédemment? Les États-Unis, pour l'instant, on leur promet pas la récession, mais peut-être. Et en Europe, il y a moitié des pays européens à qui on promet la récession, et en particulier l'Allemagne. Là où on a un vrai problème, c'est que l'Allemagne n'est plus le moteur comme elle était précédemment. Donc, croissance au ralenti. On a parlé aussi d'inflation, ce chiffre qui était sorti en novembre, 6,2% d'augmentation des prix à la consommation sur un an. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'a bien précisé, que le pic n'avait pas été encore atteint de cette inflation. Du coup, Zacharie Hardy, je me tourne vers vous, les chefs d'entreprise, dans quel état d'esprit abordent-ils cette nouvelle année? On imagine avec de l'inquiétude. Est-ce qu'on voit aussi le verre peut-être à moitié plein? Je ne sais pas, du côté des chefs d'entreprise. Non, mais c'est vrai, avec pas mal d'inquiétude, parce que le premier trimestre, je dirais, il y a un focus sur le coût de l'énergie. Et le coût de l'énergie, aujourd'hui, bouleverse pas mal la donne pour les entreprises. Grève terriblement la trésorerie, puisque, par exemple, une entreprise qui payait une facture de 400 000 € annuels d'électricité, c'est passé à 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, le résultat qui était d'1 million d'euros, aujourd'hui l'entreprise structurellement perd 1 million. Donc, malgré le bouclier tarifaire? Le bouclier tarifaire ne représente que 20% du coût total de l'augmentation. Donc quand vous avez le coût qui a été multiplié par 5, eh bien, il y a 4 fois le prix qui reste à payer. Et donc, sur le sujet d'ailleurs, la Première ministre ce matin, Elisabeth Borne, a annoncé que les entreprises en difficulté, dont les boulangers qui sont touchés de plein fouet par l'augmentation des prix, pourront demander un report de paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales pour soulager leur trésorerie. Quand vous entendez une telle annonce ce matin, comment vous réagissez? Est-ce que vous pensez que ça peut aller dans le bon sens? Vous attendez de voir aussi le concret suite à cette annonce? Ça peut aller dans le bon sens, mais que fait-on? En fait, on décale la problématique. Si l'inflation continue, continue, et si les coups de bélier de coût de l'énergie continuent, eh bien le problème sera reporté et on sera en face du mur le moment où il faudra rembourser ou payer ses dettes. Donc quel est votre souhait alors? Alors le souhait est très simple. Nous souhaitons que le gouvernement négocie avec l'Europe justement ce désaccouplage de la France par rapport au mécanisme de calcul de prix de l'énergie. C'est fixé sur le prix du gaz. Basé sur le prix du gaz. Et en fait, nous produisons... En fait, le prix que nous payons aujourd'hui ne correspond pas au prix de production de l'énergie en France. Oui. Et c'est totalement aberrant. Donc aujourd'hui, on a un avantage qui est l'électricité qui est produite par le nucléaire, nous permet d'avoir des coûts compétitifs, même si effectivement à terme, si le prix du gaz baisse, ça pourrait éventuellement amener à une baisse du coût d'énergie. Mais ce que nous souhaitons, nous, c'est effectivement baser nos coûts
baser notre stratégie sur un coût qui soit relativement stable, sur les coûts de production liés au nucléaire, et ça nous permet d'avoir une visibilité et une maîtrise de nos coûts. Vous attendez un geste aussi, les fournisseurs d'énergie. Il y a le gouvernement, mais les fournisseurs d'énergie aussi. Absolument. Aujourd'hui, c'est vrai, les énergéticiens font de l'anticipation, c'est-à-dire qu'ils maintiennent des prix très élevés en prévision d'une réaction éventuelle, notamment de la Russie, qui va leur provoquer des coûts supplémentaires à l'avenir. Et donc, ils ne font pas profiter les entreprises et les clients de la baisse des coûts de l'énergie. Parce que, quand même, il faut le savoir, c'est que le coût de l'énergie, il est en train de baisser actuellement, notamment pour les grands comptes. Et aujourd'hui, les petits consommateurs, qui sont notamment les boulangers, les petites PME, etc., ne bénéficient pas de cette baisse. Et nous souhaitons que, justement, que les énergéticiens baissent leurs coûts et que ça soit rapide, que ça ne soit pas dans la durée. Voilà. Et comment, la situation des entreprises dans les Yvelines, elle est très différente selon, je parle plutôt des petites et moyennes entreprises. Quelle est-elle là, actuellement? Et quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit, il est un peu, je dirais, voilà. Donc c'est vraiment, nous sommes tous sur la même barque et il y a vraiment une vraie inquiétude, une vraie souffrance parce que il y en a beaucoup qui font passer des messages d'espoir. Ça va baisser, ça va baisser. Je pense sincèrement qu'il va falloir s'habituer à ce que le coût de la vie soit plus cher qu'avant. Ça ne rebaissera pas et ça ne redeviendra pas comme avant. Maintenant, comment l'anticiper? Il faut qu'on puisse avoir de la visibilité, de la stabilité dans les prix. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, notamment pour l'énergie. Et là, vraiment, nous souhaitons que le gouvernement puisse faire quelque chose. Ce désaccouplage que nous appelons de tous nos voeux, il faut qu'il arrive, mais surtout le plus rapidement possible, avant qu'il soit trop tard. Est-ce que malgré ce contexte, les entreprises vont quand même investir en 2023 Donc là, vous parlez de quelque chose qui est un peu compliqué en ce moment. Oui. Vous l'avez dit, le coût du crédit devient de plus en plus cher. Les conditions se durcissent. Donc là, l'argent, pour avoir accès à l'argent, à l'emprunt, ça devient très difficile. Donc, le premier impact, c'est que les investissements sont en train de se contracter. Se contractent et surtout, les entreprises qui disposent de plusieurs sites, notamment à l'international, sont en train de revoir comment ils vont faire pour distribuer ou pour réorienter leur production sur des zones où le coût de l'énergie est plus clément, entre guillemets. Voilà. Véronique Jérôme, peut-être avant qu'on fasse un point aussi fiscal sur cette année 2023. Je crois que ce que vous dites, vous parlez d'or, parce que finalement, ça signifie qu'il y a une efficacité marginale du capital qui devient une contrainte. Les entreprises ne prendront d'investissements que ceux qui sont encore rentables, eu égard au taux d'intérêt qui augmente. Donc, il y a de moins en moins d'investissements qui pourront être réalisés parce que certains ne seront pas efficaces, simplement mis en perspective avec le taux d'intérêt qu'il faut prendre en considération. Et donc, ça, c'est un élément qui peut expliquer aussi ce que l'on constate en France, parce qu'on a aussi un gros handicap, c'est qu'on est un pays qui se désindustrialise. Quand on fait le rapport le poids de l'industrie dans le PIB, c'est 13% en France, c'est 26% en Allemagne, c'est même 16% en Espagne. Qui aurait cru il y a quelques années encore finalement que, on va pas souffrir d'une comparaison avec l'Espagne, mais qui pouvait croire que la France se laisserait dépasser comme ça dans la zone euro et dans l'Union européenne. Donc on a un souci, on a un pays qui se désindustrialise et cette faiblesse c'est un élément qui va impacter tous les secteurs. Finalement, ce qui va permettre de retrouver de la croissance, il nous reste quoi? Il nous reste l'aéronautique, le luxe, le tourisme. Mais voilà, on avait quelques années déjà parlé de la France, pays des services, une France des services et l'innovation. Mais là, l'innovation, là encore, on ne va pas la décréter. Il faut avoir des éléments, des incitations. Il faut que les chefs d'entreprise croient à l'innovation. Et c'est tout à fait schumpeterien, votre remarque, Patrice, parce que finalement... L'innovation a besoin d'outils industriels. Voilà. Oui, bien sûr. À la production. Mais je veux dire qu'il y a aussi, même sur ce territoire, beaucoup Absolument. innovantes. Mais il faut des débouchés. Il faut l'innovation, il faut les débouchés. Parce que sinon, on va arriver à une situation où le secteur privé va se trouver dépendant du secteur public. On a Schumpeter parlait de cette contrainte fiscale. Finalement, l'État qui, pour aider le secteur privé, va dépenser, et pour dépenser, il est obligé d'augmenter les impôts. En augmentant les impôts, il aggrave la situation des entreprises, et on a ce cycle et ce cercle infernal, disait Schumpeter. La solution, c'est l'innovation. Mais l'innovation, elle ne se décrète pas. Il faut avoir des éléments.
Juste le temps de... Très rapidement, avant qu'on passe à la fiscalité. Juste un mot avec Zachary Hardy, vous parliez de l'investissement. L'emploi, est-ce que les règles nouvelles qui ont été faites pour l'emploi, qui permettent d'avoir plus de souplesse, permettent quand même, dans une situation difficile, aux entreprises d'engager des personnes, même si c'est difficile de trouver des personnes correspondant aux emplois que vous souhaitez? C'est vrai, malgré ces règles-là, c'est vrai, ça donne des perspectives. Le souci, c'est que l'offre aujourd'hui n'est pas en adéquation avec la demande. Et c'est qu'aujourd'hui, il est urgent qu'on puisse organiser le circuit de formation pour transformer les compétences et les amener vers les vrais besoins qu'on a aujourd'hui au sein des entreprises. Mais bon, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui restent sans réponse. Voilà. Aujourd'hui, on estime entre 500 et 600 000 offres d'emploi qui n'est pas satisfaites en France. On va parler de fiscalité avec notre invité également autour de cette table, c'est Philippe Dufresnoy. Je rappelle, vous êtes à la tête de la direction départementale des finances publiques des Yvelines. On va parler de fiscalité pour les particuliers, aussi pour les entreprises. Déjà, un petit bilan sur l'année 2022. Quel est-il pour la DDFIP? Parce que c'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on appelle l'acronyme. Voilà, c'est l'acronyme de Direction départementale des finances publiques. Les finances publiques se sont relativement bien portées dans le département. Les recettes étaient assez bonnes. C'est paradoxal, mais nous regardons dans le rétroviseur, il y avait de la croissance. Pour les particuliers, ça a été une année où beaucoup d'impôts ont été supprimés. La contribution audiovisuelle, qui est l'ancienne redevance, la taxe d'habitation. Pour les entreprises, il y a eu une baisse des impôts de production. Et ces tendances se poursuivent. J'ajouterais que la fiscalité, c'est aussi une ressource pour aider les entreprises. Et dès 2022, des dispositifs d'aide avaient été mis en place face à l'augmentation des prix de l'énergie. Et ceci se poursuit également en 2023. Et du coup, des aides qui se poursuivent peut-être pour les entreprises. Si on fait le point sur les particuliers, on va faire réagir Zachary Hardy sur les aides pour les entreprises. Quelles sont les aides justement pour faire face à cette inflation? On a parlé d'inflation dans cette édition pour les particuliers. On parle de cette indemnité carburant, notamment en ce début d'année. C'est le mot qui revient souvent. Il y a le bouclier tarifaire qui est prolongé, mais qui sera à 15% de garantie au lieu de 4%. Et puis l'indemnité carburant entre en application à partir du 16 janvier. C'est une indemnité basée sur un revenu fiscal de référence, comme on dit, qui représente pour une personne seule 1 341 € par mois. Donc c'est relativement bas, ce sont les 5 premiers déciles en termes techniques. Ça représenterait autour de 250 000 personnes dans les Yvelines. C'est une approximation. Ça représentera 100 € par véhicule. Les conditions sont assez simples. Il faut aller sur son site impôts.gouv, dans son espace particulier, donner son numéro de contribuable, donner son numéro d'immatriculation ou ses numéros. Si on est 2 à conduire dans le foyer, on peut avoir 2 indemnités. Elle est de 100 €. Et il faut s'engager sur l'honneur à utiliser son véhicule pour des raisons professionnelles. Elle est ciblée sur les gens qui travaillent. Et l'indemnité devrait être versée à condition qu'on ait donné son RIB. C'est une condition toute bête dans les 8 à 10 jours qui suivent la démarche. Si on a du mal à utiliser Internet, parce que ça peut arriver, il y a une vingtaine d'espaces France Service dans le département et puis il y a 8 centres des finances publiques. Mais notre site est assez simple et je pense que les gens y arriveront. Philippe Dufresnoy parlait de l'aide pour les entreprises. Elle se ressent du côté des chefs d'entreprise, cette aide fiscale? Cette aide fiscale, d'abord, le dispositif est très complexe. Donc, il faut vraiment défricher le terrain pour pouvoir y accéder. En réalité, notre position à nous, c'est de dire ce fameux quoi qu'il en coûte, il va falloir qu'il cesse. Pourquoi? Parce que ce quoi qu'il en coûte, il a toujours une conséquence, c'est une politique fiscale plus dure. Cette politique fiscale de prélèvement qui va se traduire certainement sur une fiscalité plus importante sur les entreprises, ça va gréver la compétitivité de nos entreprises. Pour l'instant. Il n'y a pas de projet, mais je pense que l'argent magique n'existe pas. Il va le trouver quelque part. Le discours officiel, c'est pas de hausse des impôts. C'est pas seulement le discours, c'est la loi. La loi de finances 2023 baisse les impôts de production. Alors, il est vrai que ça baissait en 2 étapes au lieu d'une, mais ça baisse quand même, ça prolonge une baisse antérieure. Le taux d'impôt sur les sociétés avait baissé l'an dernier. Le régime des petites entreprises en matière de taxation d'impôt sur les sociétés a été amélioré pour 2023. Tout ça compose plutôt un paysage de stabilité, voire d'allègement fiscal. Et par ailleurs, le dispositif des aides, il est compliqué, mais parce qu'on cible sur les différentes populations. Et il y a une personne qui s'appelle la conseillère départementale à la sortie de crise dans le département. On peut la contacter au téléphone ou sur Internet. Il est bon de s'adresser à elle. Elle peut ensuite, alors c'est le 0806 00 00 245. On va le noter. On va le noter, on va l'afficher. Vous l'afficherez.
0806. C'est marqué ici, si vous souhaitez le noter. Et l'adresse mail est également très pratique. Il faut reconnaître qu'il y a de nombreuses aides. Il y a des chèques de différents types. Il y a un bouclier, un amortisseur, un guichet. Donc en matière énergétique, il y a 3 dispositifs qui jouent les uns après les autres selon le type d'entreprise. Ça mérite un peu de temps, mais on est là pour aider. Alors ce qui est important aussi, c'est les nouveautés fiscales en ce début d'année 2023. Pareil, on va parler des nouveautés pour les particuliers, les entreprises. Pour terminer, la première pour les particuliers, celle qui revient souvent, c'est la fin de la suppression de la taxe d'habitation. Ouais. C'est une suppression qui avait débuté en 2018. Et cette année, en 2023, plus aucun Français ne va payer cette taxe d'habitation. C'est la taxe d'habitation principale qui achève sa disparition en 2023. Elle subsiste, la taxe d'habitation, pour les résidences secondaires. Il faut en avoir conscience. Et donc la taxe d'habitation ne sera supprimée que pour ceux qui habitent dans leur résidence principale. Vous avez une résidence secondaire, vous continuez à payer la taxe d'habitation. Les autres nouveautés à retenir pour les particuliers ? Alors pour les particuliers, il y a une nouveauté assez significative, c'est l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, qui est un signe de réalisme économique. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des années, entre 2011 et 2014, où la désindexation du barème représentait une augmentation d'impôts, en creux. Là, le barème est indexé, l'inflation est prise en compte, de même que les valeurs locatives des bases qui servent à asseoir la taxe foncière sont indexées sur l'inflation. Donc il y a une volonté de réalisme économique dans la loi de finances 2023. Et on termine avec les entreprises. Alors c'est aussi une suppression qui est progressive, qui va intervenir en 2023 et 2024. C'est la CVAE, c'est cette contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Ça débute cette année, la suppression. Alors, ça qui est progressive. Ça se poursuit cette année. C'est un deuxième train de 5 milliards. Il y aura un troisième train de 5 milliards, ce qui fera une vingtaine de milliards. On peut soutenir sur le plan de la comparaison que d'autres impôts devraient être supprimés, la C3S. Mais en tout cas, il y a des gestes très tangibles qui sont dans le budget et qui sont lancés comme une bouée de soutien aux entreprises. Ça, ce sont des aides qui, certes, sont diffuses, mais qui finissent quand même par représenter un facteur de compétitivité. Patrice ? Juste un mot, parce qu'on parlait justement des difficultés des entreprises avec la facture énergétique. Et vous me disiez juste avant, il y a combien de boulangers dans les Yvelines et combien vous ont contacté ? Alors, il y a 390 boulangers, on a peut-être mal compté, mais c'est l'ordre d'idée. Et pour l'instant, nous avons été contactés par 5 entreprises de boulangerie. Donc on peut penser qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore le... La Première ministre a annoncé ce matin qu'il fallait être bienveillant. Nos services sont prêts à donner des plans de règlement. Nous pouvons aménager des plans de règlement jusqu'à 4 ans, ce qui n'est pas négligeable. Donc, c'est une disposition qui, en trésorerie, est intéressante. Ça ne résout pas tout, mais ça permet de voir venir, et ça a bien marché pendant la crise précédente, celle de la Covid. On va relayer en tout cas le numéro que Alors, vous avez le numéro donné. de la conseillère de sortie de crise, c'est le 0806 000 245. Et l'adresse internet, c'est codefi.ccsf@ddfip78.finance avec un s.gouv.fr. Je pense qu'une incrustation sera de bonne loi. On va le mettre sur le site. On va le mettre sur le site. Vous l'avez noté, vous avez qu'à regarder. Oui, je l'ai bien noté, monsieur le directeur. Vous la connaissez déjà. Bien, merci à vous 4. Je le rappelle, Philippe Dufresnoy, directeur de la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Également Véronique Jérôme qui était avec nous, économiste et je le rappelle cofondatrice de Élections Scope. Et Zachary Hardy, président du MEDEF 78. Merci également à Patrice Carmouze d'avoir été avec nous, je rappelle, directeur de l'information de TV 78. Allez, à présent, un peu de culture dans le 7-8. Et alors que l'année 2023 débute, quels sont les événements culturels à ne pas manquer ? Nuit de la lecture, Mois Molière, également des rendez-vous musicaux. Mathilde Francou a fait le point sur tous ces rendez-vous. Elle parle aussi des festivals. Regardez. Cette année 2023 commence par les nuits de la lecture sur le thème de la peur. Au programme lecture horrifique et jeux d'ambiance, les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines vous proposent plusieurs rendez-vous. Conte à frémir à Voisins-le-Bretonneux, s'amuser à avoir peur à Guyancourt ou encore le swing des tout-petits à Maurepas pour se faire peur en musique. Et après les nuits de la lecture, la nuit des musées, visites guidées, libres ou animation, les musées yvelinois vous invitent à franchir leurs portes pour redécouvrir leur collection gratuitement. Et depuis plus de 20 ans, la ville d'Andrézy célèbre l'art à travers son événement Sculpture en Lille. Le principe, des artistes viennent exposer leurs œuvres contemporaines de Paris à Andrézy. Ballons de baudruche, cordage ou encore bois et scotch, l'édition 2023 pourrait encore nous surprendre. Direction la ville royale, le Mois Molière reviendra cette année pour fêter le célèbre
célèbres dramaturges. Il s'agira de la 27e édition. Comédiens et compagnies talentueuses seront au rendez-vous avec des centaines de pièces pour faire de Versailles une scène à ciel ouvert. Autre événement incontournable à Versailles, les grandes eaux musicales. Cet été, vous pourrez encore profiter de la beauté des jardins de Versailles et des bosquets exceptionnellement ouverts au rythme de la musique baroque. Ne manquez pas non plus les grandes eaux nocturnes de mi-juin à mi-septembre qui vous offriront un mémorable feu d'artifice. Les Yvelines sont également dotées de nombreux festivals. On commence à Voisins-le-Bretonneux avec de la musique reggae, la Tour Méléwatt rempile pour une 7e édition. Si vous êtes plus électro, ne ratez pas le festival Electric Park sur l'île des Impressionnistes à Chatou. La programmation n'est pas encore finalisée, mais elle promet. L'année dernière, Martin Solveig avait enflammé la scène. Le même mois, Poissy-Hacher et Lepec organisent leur festival dédié à la chanson française et francophone. Depuis 30 ans, des grands noms foulent la scène comme Juliette Armanet, Véronique Sanson ou encore Yannick Noah. Et enfin, ce grand chelem se termine sur l'île L'Aumône à Mantes-la-Jolie. Les Factory Festival devrait se tenir pour une 5e édition avec 3 scènes et plus de 20 concerts l'année dernière. Ce festival se distingue par sa programmation éclectique. Du projet et on est de retour en plateau pour parler de plusieurs choses culturelles. On a parlé des événements à venir. Il y a également des choses qui se passent au niveau culturel dans les Yvelines. On parlait tout à l'heure des ex-podcasts avec vous, Margot Lallier. Je rappelle que vous êtes directrice du pôle médiation, action culturelle et publique au CMBV. Le CMBV, c'est le Centre de musique baroque de Versailles. On disait tout à l'heure, on commençait à présenter le concept de ces ex-podcasts qui sont une expérience sonore et visuel et le tout digital. Quel est l'objectif? Pourquoi lancer ce type de support pour le CMBV? Alors, le Centre de musique baroque de Versailles, sa mission, c'est de faire rayonner la musique baroque française des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc déjà, ça pose le cadre dans lequel on se situe. Et l'ex-podcast, et on dit bien un ex-podcast, c'est un podcast et une exposition. D'accord. Ça a été conçu en 2020. Le format a été inventé en 2020 pendant le confinement, en réalité. Puisque les activités culturelles s'étant arrêtées, il a fallu réfléchir à comment faire perdurer cette mission du rayonnement de la musique baroque française. Et donc, les équipes du CMBV se sont remué les méninges et ont créé cet objet qui est une espèce de musée en ligne avec ses expériences effectivement auditives, avec ce podcast et puis les salles d'exposition. Mais aussi tout un tas de choses à ajouter, des quiz, des vidéos d'interviews avec des spécialistes. Sur la forme, il y a plusieurs épisodes, mais aussi plusieurs supports en fait. Finalement. Absolument. Alors un ex-podcast typique, c'est 5 ou 6 épisodes qu'on dira tout public. Et puis depuis le deuxième opus déjà sur Molière l'an passé, des épisodes juniors à disposition plutôt des enfants. Voilà. Oui, c'est ça, il y a pour tout public et aussi pour le public plus jeune. Plus jeune, on va dire. Absolument. Bon, on va écouter justement un extrait de l'ex-podcast numéro 3 qui est sorti en novembre. Alors, vous disiez, il y a plusieurs formes et notamment des interviews également avec des spécialistes et on apprend plein de choses intéressantes et je vous propose notamment d'en savoir un peu plus sur la naissance de l'opéra comique. C'est Judith Leblanc, dramaturge et historienne qui nous en parle. Regardez. Alors, comment est né l'opéra comique? Puisque les forains n'ont ni le droit de parler, ni le droit de chanter en raison des interdits qui pèsent sur eux du fait de ces 2 grands théâtres officiels, ils vont inventer dans les années 1710 un tas de subterfuges pour contourner ces interdits. Ils vont inventer notamment ce qu'on pourrait considérer comme l'ancêtre du karaoké, les pièces par écriteau. Il faut savoir que les écriteaux descendaient des cintres et sur ces écriteaux étaient écrits sur l'air d'eux et c'était des vaudevilles. Qu'est-ce qu'un vaudeville à l'époque? Eh bien, c'est un air de musique populaire au sens de connu d'un grand nombre de personnes, sur lequel on greffe des paroles inédites. Et les premiers opéras comiques seront fondés sur cette dramaturgie musicale des vaudevilles. Les karaokés existaient presque à l'époque de Louis XIV. On apprend des anecdotes assez croustillantes, très intéressantes.
Absolument, c'est tout à fait l'objet de l'ex-podcast de proposer des faits inédits. Et puis là, effectivement, cet ex-podcast sur la Régence, qui est une période assez peu connue de l'histoire de la cour, c'est-à-dire la période entre la mort de Louis XIV et la majorité de son fils Louis XV. Donc ce régent Philippe d'Orléans, qui est très connu pour avoir fait la fête. On peut parler du film de Tavernier, Que la fête commence. Voilà, c'est vraiment une période de l'histoire et dont c'est l'anniversaire cette année. C'était aussi... on parlait des sujets des ex-podcasts. Évidemment, on essaye d'avoir un élément d'actualité. Donc l'année dernière sur Molière, avec les programmes avec du bac. Avec l'anniversaire aussi des 400 ans les 400 de sa naissance. De la naissance de Molière, absolument. Et donc c'est l'occasion de surfer comme on peut sur les sujets d'actualité, malgré l'ancienneté du sujet, et de proposer ce format assez inédit et qui est, je voulais le souligner, écrit. Le podcast est écrit par Suzanne Gervais, qui est journaliste et auteur et qui travaille beaucoup avec France Musique notamment. Donc l'ex-podcast 3, c'était la Régence en musique que la fête commence, et vous le disiez, c'est lors de la Régence de Louis XV, du jeune Louis XV, où la musique est finalement reine. Vous avez parlé aussi des autres numéros, il y a eu musique et musiciens à la Chapelle Royale, pour faire aussi peut-être redécouvrir ce lieu, la Chapelle Royale, qui est méconnu peut-être des Versaillais et des Yvelinois et même des Français en général, et pourtant c'est aussi un lieu, ça a été un lieu central à l'époque des rois, les musiques de Molière. Vous surfez, vous l'avez dit, sur l'actualité, c'est comme ça que vous choisissez les sujets, à chaque fois vous essayez de rebondir pour finalement être en phase un peu avec l'actualité, tout en parlant du passé finalement aussi. Absolument, on profite des anniversaires, des sujets... qui sait, peut-être sur les Jeux Olympiques. Non, c'est une plaisanterie, on pourra pas faire ça, mais en tout cas, la musique baroque a ça pour elle, de faire énormément écho à l'actualité, que ce soit d'un point de vue sociétal ou même économique d'ailleurs. Vous pourrez en apprendre plus dans l'ex-podcast. La chanteuse Teta qui est avec nous aussi, ça pourrait vous intéresser, vous, de découvrir la musique baroque, peut-être que vous connaissez déjà. Je connais un petit peu, mais oui, ça m'intrigue un peu cette histoire d'ex-podcast. J'ai bien envie d'en découvrir un. Les ex-podcasts sont en ligne sur le site internet de Radio France, France Musique, sur l'application et sur toutes les plateformes de streaming. Et donc il y a 3 numéros déjà qui sont sortis. On attend bien sûr le prochain avec impatience. Et on va terminer avec vous sur l'année 2023 qui s'ouvre pour le CMBV, le Centre de musique baroque de Versailles, voir un peu les projets, les grands dossiers de cette année. Il y a aussi un projet qui a été lancé, un grand projet, on peut le dire, c'est Ville Baroque, avec les villes de La Verrière et de Maurepas cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet, nous parler aussi des autres dossiers un peu chauds en ce début d'année? Je peux absolument vous parler de ce programme Ville Baroque, j'adore le faire. C'est un programme qui a pris naissance sur un appel de la préfecture de région Île-de-France pour venir sur ce qu'ils appellent des jumelages culturels entre des institutions culturelles et des villes de la Grande Couronne. Donc on n'est pas les seuls, et le CMBV n'est pas le seul à avoir ce type de jumelage. Il y a aussi le Louvre, l'INA, le Centre Pompidou, des grandes institutions culturelles, et qui viennent sur le temps long s'installer dans des territoires, et donc pour le CMBV sur les territoires de Maurepas et La Verrière. La Verrière, ça fait du sens pour nous puisqu'on y était déjà sur des précédents projets, et donc c'est aussi la continuité, la possibilité d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître un territoire et ses habitants. Et donc nous proposons, le Centre de musique baroque propose des activités pour tous les âges, de la toute petite enfance, donc de la crèche jusqu'au senior, et avec la particularité d'avoir ouvert depuis septembre de cette année une section baroque à destination des élèves du collège Louis Pergaud de Maurepas, qui est une initiative unique en France puisqu'elle accueille également les élèves de classe de SECPA et de classe Ulysse. On peut avoir toutes les informations sur le CMBV, sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Vous vouliez terminer avec une date pour débuter l'année 2023, justement, au CMBV ? Absolument, nous avons cette semaine une actualité brûlante puisque l'ensemble La Palatine, dans le contexte du programme Lab Baroque, qui est un incubateur de jeunes ensembles, se produit à la salle Jodassin de Feucherolles ce samedi 7 janvier à 19h. C'est un concert gratuit autour des musiques italiennes à la Cour de France. Et à partir de jeudi, reprennent les jeudis musicaux, qui sont des concerts gratuits assurés par la maîtrise du CMBV, donc des enfants chanteurs, à la chapelle du château de Versailles, tous les jeudis à 17h30. Voilà, tout est noté encore une fois, toutes les informations sur le site internet du CMBV. Merci Margot Lallier d'avoir été avec nous. Je rappelle, directrice du pôle médiation, action culturelle et publique au CMBV, le Centre de musique baroque de Versailles. Avant de me tourner vers Teta, une petite pause encore culturelle dans cette édition. Depuis septembre, 3 établissements de l'Académie de Versailles participent au dispositif Raconte-moi ta vie. Ça a été mis en place par le fonds de dotation Auteurs Solidaires. Les élèves sont invités à écrire
écrire leur histoire personnelle pour développer leur confiance et leur esprit créatif. Le reportage de Julien Leroy au lycée Jacques Vaucanson, c'est au Muro. C'est toujours pour les autres, nous on nous laisse dans notre coin, ça rend fou. Pourquoi on n'a pas le droit de partir au ski ? Exprimer son vécu pour mieux se construire, un objectif majeur du dispositif Raconte-moi ta vie, créé par le fonds de dotation Auteurs Solidaires. Durant 20 heures d'atelier, ces lycéens des Mureaux étaient accompagnés d'un comédien dans l'écriture d'un récit sur leur propre histoire. Une façon de gagner en confiance pour ces élèves parfois éloignés du monde culturel. Ils ont des choses à dire, parce que voilà, on est quand même dans des filières très techniques où l'imaginaire n'a pas forcément beaucoup sa place, qui ont des histoires parfois folles, parfois dures, parfois drôles. J'écris sur mon parcours basket, je fais du basket, je nous apprends à parler et j'ai bien appris. Je me suis amélioré, j'ai amélioré mon communication grâce à lui. Des récits du quotidien laissant parfois place à l'imaginaire, une bulle de liberté dans le contexte formel du lycée, les thèmes d'écriture, des anecdotes de stage ou encore la passion du sport. Moi, je m'étais inspiré d'un film qui est sur Netflix, il s'appelle Athéna. C'est un film qui résume l'histoire de 3 frères. Il y en a un qui meurt, après les autres ils vont se venger. Il y a un frère qui veut la paix, l'autre qui veut la haine. Et j'essaie de le remixer un peu à ma façon. On se dirige vers le coffre pour voler des armes. Après on monte dans un fourgon de policier à 18. Faire ma vie à 18. Ils ont un vocabulaire qui est le leur et qui peut être très intéressant et qui justement peut être une vraie langue et un vrai endroit de création. 2 récits de cette classe du lycée Jacques Vaucanson seront envoyés à un comité de lecture courant janvier. Ces textes-là, derrière, sont proposés à un jury qui sélectionne l'un des deux et qui va proposer d'en faire soit une chanson, soit un podcast, soit une vidéo. Les élèves pourront ensuite réaliser l'œuvre avant une présentation au public en juin prochain. 3 établissements et 99 élèves de l'Académie de Versailles participent à cette première édition francilienne. Oui, peut-être une réaction avec nos invités. L'écriture, c'est un moyen, c'est un refuge, c'est à la fois un moyen aussi peut-être de s'évader. Margot Lallier ? Oui, c'est certain que la culture, l'art dans toutes ses formes accompagne le parcours des jeunes et ça on le voit beaucoup dans nos territoires. Et puis voilà, avec la musique, et je pense que Teta pourra en parler, le texte et la musique ont beaucoup à faire ensemble. L'écriture très importante. Oui, c'est un exutoire, c'est une thérapie, ouais, ça fait beaucoup de bien. Alors je le rappelle, vous êtes originaire de Montfort-l'Amaury et en novembre dernier est sorti votre premier projet solo, Born to Lose. Voilà, j'ai essayé de le prononcer avec un meilleur accent. On va écouter tout de suite un extrait de Burn, c'est l'un des titres justement de cette EP, regardez. Don't worry, don't Bon, il y a en tout 5 titres dans cette EP. On parlait tout à l'heure de votre style dark pop électro et c'est vrai qu'on le sent dans le clip, il y a ce côté un peu sombre, hein. On le sent aussi dans la direction artistique du clip finalement. Ouais, c'est très introspectif, c'est très sombre en effet. Et là, ce clip Burn, ça raconte toute une scène d'autodestruction qui commence dans une voiture, et puis il y a tout un récit narratif entre les différentes étapes de cette autodestruction, entre les personnes qui la regardent, les personnes qui la commentent, les personnes qui se font leur propre avis, et pour au final, à la fin, en fait, on se retrouve du point de vue de la personne qui fait ça. Et en fait, on se rend compte de tout un tas de choses. Et c'est un clip en plan séquence réalisé par Tom Josso. Vous êtes entouré d'un réalisateur, pardon pour la petite erreur. Vous êtes entouré d'un réalisateur. C'est-à-dire que dans le projet Teta, il y a toute une dimension artistique. Hein. C'est d'associer un réalisateur. Vous travaillez aussi avec un producteur qui est originaire des Yvelines. Oui, je travaille avec un des 2 producteurs qui a travaillé sur l'EP, qui s'appelle Finn et qui est originaire de Plaisir. Et l'autre, c'est Boma. Et oui, en effet, je me suis entourée dès le départ, avant même de commencer à produire vraiment les titres, donc je les avais déjà écrits. Puis je m'étais dit, il faut tout de suite, j'avais tout de suite envie qu'il y ait une dimension visuelle et une identité visuelle et artistique. Donc j'ai voulu travailler avec un réalisateur et directeur artistique
avant même en fait vraiment à l'embryon du projet, quoi. Et donc, je le disais, votre premier EP en solo, car vous étiez auparavant membre dans un groupe de rock, c'est Oui, ça? c'est ça. Ça s'est arrêté un peu brutalement au moment du Covid. Pourquoi Ouais. justement passer d'une expérience en groupe à une expérience solo? Comment est née cette volonté? Alors du coup, oui, comme je me suis retrouvée à vide après l'arrêt de ce projet, je me suis d'abord posé la question de est-ce que je recommence en groupe ou pas. Et finalement, j'ai fait des tentatives et puis ça n'a pas forcément marché comme je voulais. Et puis je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de se remettre à travailler en solo. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus spontanées du coup quand on travaille tout seul. Et d'autres aussi qui viennent, qui peuvent manquer. Mais je me retrouve plus moi en tout cas. Et puis je me retrouve plus aussi dans cette musique plus pop, plus électronique et plus produite que la musique rock. Mais j'ai envie de garder sur scène quand même une énergie rock. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un batteur. Il y a une harpiste aussi sur scène, qui est aussi sur l'EP. Donc il y a de la harpe, de la batterie, ça c'est pour la scène. Et Theta, ça fait penser à l'alphabet grec, mais je crois que le nom de scène vient d'origine familiale. Ouais, c'est ça. Moi, mon deuxième prénom, c'est Fiametta. Ouais. Et c'est aussi le prénom de ma grand-mère. Et son surnom à elle, quand elle était petite, c'était Theta. Donc elle, c'était plutôt Tête, mais je l'ai réorthographié avec un H. Donc c'est T-E-T-H-A. Moyen de lui rendre hommage. Alors la sortie de cette EP, c'était en novembre. Quelle est la suite? Quels sont les projets pour cette année 2023? Là, cette année, ça va être de le diffuser le plus possible sur scène. Donc on a quelques dates en janvier. J'ai été sélectionnée au Grand Zébrock, qui est un dispositif d'accompagnement et qui permet de jouer... la finalité, c'est de jouer à la fête de l'UMA, donc ça, c'est si ça se passe bien. On vous verra dans les Yvelines ou pas en 2023? J'espère, j'espère aller jouer dans le coin. Donc j'ai cette date qui sera le 18 janvier au Hangar à Ivry, et une autre date dans le 91, et puis après d'autres dates à Paris, et voilà. Merci. Alors il y aura beaucoup aussi de vidéos qui vont sortir, de captations live, et puis de clips. Il y a un nouveau clip aussi qui sort en février, et puis quelque chose pour la fin de l'année scolaire en juin. Toute votre actualité sur votre Instagram, notamment. Oui, c'est ça, Hyper Theta. Hyper Theta, ouais. Hyper Theta, donc l'Instagram. Votre EP Band Toulouse, je le rappelle, est à écouter sur toutes les plateformes. C'est une petite réaction, on a parlé de musique baroque. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, cet univers? Comment vous réagissez, Margot Lallier? Ce que je trouve très chouette, c'est de voir que, voilà, quelle que soit l'esthétique, la jeunesse bénéficie de programmes pour l'émergence. On parle de Zébrock. Voilà, nous, on travaille avec des jeunes qui ont probablement ton âge ou à peine plus âgés et qui sont aussi dans une forme d'émergence. Donc, je crois qu'on a, nous, structure, tout à faire à les accompagner. Et puis, après, de la harpe... dans la dark pop à la harpe dans la musique baroque, c'est pas très loin. Non, il n'y a qu'un pas. Merci en tout cas, et on va terminer cette émission en cuisine. Est-ce que vous aimez cuisiner? Allez, ce sera la dernière question un peu piège de cette émission. Est-ce que vous aimez cuisiner ou vous êtes plutôt... Enfin, vous préférez qu'on cuisine pour vous? Absolument, je cuisine beaucoup et notamment en famille. Theta? Je préfère qu'on cuisine pour moi. En tout cas, TV78, ça c'est une habitude maintenant. Tous les mardis, va à la rencontre des chefs cuisiniers du territoire pour connaître leurs secrets. Le but, c'est de vous donner des astuces pour ensuite briller dans votre cuisine. Et ce soir, c'est le chef Éric Voiron qui nous ouvre les portes de son restaurant. C'est les terrasses de Clairefontaine. Il nous fait découvrir ce soir la canette en 2 services. Bonjour, je m'appelle Éric Voiron, je suis chef de cuisine aux terrasses de Clairefontaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette, une canette fermière en 2 services. On a la canette qui est comme ça, là, qui est bien mise en place. On va la bucler. Et ensuite, on va la ficeler. Ensuite, on va la mettre en cuisson, dans une poêle ou un récipient qui va au four. Nous allons faire une gastrite.
prend, on la met sur un plateau et on la laisse reposer pendant au moins 20 minutes à température ambiante et bien au chaud. Il faut qu'elle soit bien rosée, la cuisson parfaite. Regardez, bien rosée, d'où l'importance de 2 cuissons. Les cuisses se mangent bien cuites et les filets de canettes se mangent bien rosés. On a découpé les magrets qu'on va pouvoir servir tout de suite dans des assiettes chaudes et les cuisses en petits morceaux pour faire la salade. Et on y met la sauce bien chaude. On flande un tout petit peu la sarriette. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier service. Et on fait cuire l'ensemble. Là, il faut compter encore 2-3 minutes à partir du moment où on rajoute les légumes. Et on laisse bien cuire jusqu'à l'évaporation complète du liquide. Là, je vais y rajouter quand même un soupçon de sel. Il faut faire attention parce que la sauce soja sale beaucoup. On rajoute un petit peu de poivre du moulin. Les cuisses vont bientôt être prêtes. Donc là, nous avons réalisé une canette en 2 services. Les cuisses en salade et les suprêmes bien rosés. L'astuce, c'est surtout de bien la laisser reposer. Bon, on a mis la barre assez haut. Vous pourriez quand même la tenter en plateau, cette recette. Ça vous semble faisable ? Ça semble faisable en direct sur un plateau à la télé, je sais pas. Vous avez peut-être demandé à ce qu'on vous la fasse, cette recette. Tous les jours, ouais. Merci en tout cas encore une fois d'avoir été avec nous à toutes les deux. C'est bientôt la fin de cette émission. Juste avant de vous laisser, on jette un dernier coup d'œil à la météo de demain. Je vous le disais en début d'édition, de la pluie au menu de votre journée de mercredi sur l'ensemble du département. Demain matin, il devrait faire 10 degrés à Rambouillet, 11 degrés à Houdan et Versailles, 12 degrés à Mantes-la-Jolie. La pluie qui sera également de la partie dans l'après-midi côté température, 13 degrés à Mantes-la-Jolie et Houdan, 12 degrés à Versailles et Rambouillet. Et ce mercredi 4 janvier, nous fêterons les Odilons. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité pour le reste de la semaine. Vous avez rendez-vous avec Mathilde Francou pour de nouvelles éditions. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain. Belle soirée sur TV78.